Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce lundi 2 octobre. Nous allons évoquer entre autres la politique française, suivre l'évolution de l'enquête sur la disparition de la jeune Lina, l'augmentation drastique de la taxe de séjour en France et comme d'habitude nous passerons en revue l'actualité internationale avec notamment les déclarations de Bill Gates sur le climat. Mais avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Et on commence tout de suite avec l'actualité en France et la disparition de Lina, 15 ans, à Sainte-Blaise-la-Roche. L'affaire prend un tournant sombre et sérieux après 9 jours d'investigation infructueux. Ce dimanche, la lumière judiciaire braque son faisceau sur une possible piste criminelle avec l'ouverture d'une information pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours. Cette démarche qui mobilise désormais 2 juges d'instruction intensifie la traque et amplifie les pouvoirs d'investigation dans cette course cruciale contre la montre pour retrouver Lina. Et en Île-de-France, les professionnels de l'hôtellerie alertent sur une augmentation massive de 200% de la taxe de séjour prévue pour 2024. Ils craignent que Paris ne devienne la capitale la plus lourdement taxée d'Europe. Destinée à financer les transports locaux, cette hausse pourrait porter la taxe jusqu'à 15 € par nuit et par personne dans les hôtels parisiens. Les acteurs du secteur dénoncent un matraquage fiscal qui pourrait nuire durablement au tourisme français et à la compétitivité de leurs entreprises. Et la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'envole pour l'Arménie ce mardi, réitérant le soutien indéfectible de la France à la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Arménie. Lors de cette visite, elle examinera également les moyens de renforcer la coopération dans divers domaines et visitera les réfugiés du Haut-Karabakh avec son homologue Ararat Mirzoyan. Et parlons maintenant du projet de loi SREN, S-R-E-N. Ce projet vise à sécuriser et réguler l'espace numérique en France. D'un côté, il s'attaque à des enjeux cruciaux comme la lutte contre les contenus pédopornographiques et le cyberharcèlement, mais de l'autre, il soulève des préoccupations légitimes quant à nos libertés. Des sanctions comme le bannissement des réseaux sociaux ou le délit d'outrage en ligne éveillent en effet des craintes quant au respect de la liberté d'expression et l'anonymat en ligne. Il y a lieu donc de rester vigilant par rapport à l'équilibre entre la sécurité et nos libertés individuelles. Anthony, vous avez également un sujet concernant le respect de l'anonymat et des libertés individuelles, mais à l'échelle européenne cette fois. On vous écoute. Merci Rémi. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures car l'Europe s'engage dans une révolution monétaire sans précédent, l'euro numérique. D'ici à 2027 ou 2028, l'euro numérique, ce moyen de paiement électronique géré par la Banque centrale, devrait être déployé sur l'ensemble du territoire européen. Même si les paiements par carte bancaire existent déjà, vous vous demandez peut-être pourquoi l'Europe se prépare-t-elle à lancer ce nouveau moyen de paiement. Sur le papier, l'un des objectifs serait d'avoir une alternative universellement acceptée au paiement en espèces. En effet, dû à leur coût, certains commerces rejettent les cartes bancaires. Et l'idée de départ était que l'euro numérique garantirait la protection de la vie privée des citoyens. Mais la semaine dernière, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a été catégorique. Contrairement aux billets de banque classiques, l'euro numérique ne garantira pas l'anonymat, car il laissera des traces sur la blockchain. Et sa déclaration n'a pas manqué de créer le débat autour de la confidentialité financière. Regardez plutôt. Devant un parterre de députés européens, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a défendu lundi le projet d'euro numérique porté par l'institution monétaire. À cette occasion, Madame Lagarde a déclaré, je cite, « Nous travaillons à protéger la vie privée, mais puisque l'argent numérique laisse une trace sur la blockchain, cela ne sera pas entièrement anonyme, comme c'est le cas avec un billet de banque. » Des paroles qui ont de quoi susciter les craintes des défenseurs des libertés individuelles, qui s'inquiètent de voir s'enchaîner ces derniers mois les propositions et les adoptions de textes de loi perçus comme liberticides. Des députés, tels que Gunnar Beck, ont remis en question la distinction faite par Madame Lagarde dans ses propos, demandant, je cite, « Faites-vous une différence entre anonymat et vie privée ? Comment garantir la vie privée sans garantir l'anonymat ?
En réponse, la présidente de la Banque centrale européenne a expliqué que la BCE ne serait pas au courant des dépenses des utilisateurs de la monnaie numérique, car le système utiliserait les banques commerciales comme intermédiaires pour diffuser l'euro numérique, et que ces banques analyseraient les données pour les partager avec les utilisateurs. Christine Lagarde a souligné que l'objectif n'était pas de permettre l'anonymat des transactions, expliquant que cela irait à l'encontre des efforts de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Alors, quelles sont les conséquences de cette révolution monétaire imminente ? L'euro numérique, bien qu'il ne garantisse pas l'anonymat, ouvrirait cependant la voie à une transparence financière accrue. Mais cela soulève des questions fondamentales sur la protection de la vie privée. L'avenir financier de l'Europe est en pleine transformation et il trouve écho dans les préoccupations internationales liées au système de crédit social chinois qui permet, vous le savez, une surveillance accrue des comportements des citoyens. La comparaison avec le modèle chinois est intrigante. Bien que les intentions derrière ces systèmes diffèrent, l'idée de suivre les transactions financières suscite des parallèles inquiétants. Certains craignent que nous n'avancions lentement mais sûrement vers une ère où chaque achat, chaque dépense serait consignée, analysée, voire même contrôlée. Une situation donc qui alimente les préoccupations quant aux dangers potentiels pesant sur les libertés publiques. Même si le paysage financier européen évolue rapidement, il reste à voir comment ces changements affecteront nos habitudes de paiement et notre vie privée. Rémi, je vous rends l'antenne. Merci Anthony. Nous restons dans les sujets internationaux avec Bill Gates. Bill Gates qui nous a beaucoup surpris lorsqu'il a remis en question certains commentaires alarmistes sur le climat. Lors du Earthshot Prize Innovation Summit, il a déclaré en effet qu'il y avait beaucoup d'exagérations sur le climat et que la planète se portait bien. En parallèle, un prix Nobel et d'autres scientifiques contestent également l'urgence climatique, arguant que le climat change indépendamment de l'activité humaine. Pour rappel, Gates lui-même avait prévenu que le changement climatique pourrait être pire que la pandémie. Et on ne peut pas parler de Bill Gates sans parler également de son rival Elon Musk. Elon Musk qui entame une vive polémique en critiquant le soutien de l'Allemagne aux ONG qui sauvent des migrants en Méditerranée, allant même jusqu'à évoquer une invasion. Face à cela, Berlin défend fermement son engagement, arguant qu'il s'agit d'une obligation légale et européenne. La tension monte aussi avec l'Italie qui récuse l'accueil de migrants récupérés par des ONG étrangères, alors que l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, gagne du terrain dans un contexte politique déjà bouillant. Toutefois, Musk plaide également pour une extension de l'immigration légale. Et du côté de la Turquie maintenant, le président Erdogan a exprimé ce dimanche son exaspération face au long processus d'adhésion de son pays à l'UE et a dénoncé un non-respect des engagements de la part de l'Europe. Un climat tendu, notamment après les critiques de la Cour européenne des droits de l'homme envers la Turquie concernant une affaire de condamnation basée sur l'utilisation d'une application de messagerie. Où cette crise diplomatique nous mènera-t-elle ? La question reste ouverte. Et aux États-Unis, Hunter Biden semble ne pas être le seul parent du président à être proche de Pékin. Vladia Nuitins, notre spécialiste de la Chine, nous donne les détails sur cette affaire. Vladia, c'est à vous. Merci Rémi, bonjour à tous. On continue la série sur la famille Biden et leur lien avec la Chine communiste. Cette fois, ce n'est pas seulement Hunter Biden, mais aussi son oncle James Biden qui est mis en cause. La dernière enquête, lancée en partie par les républicains, montre que James Biden a parlé au FBI d'un accord potentiel avec des investisseurs chinois. Et dans les documents révélés, il y a une transcription de ses propos lorsqu'il a été interrogé par les autorités. James Biden a déclaré qu'il avait une relation personnelle étroite avec Hunter Biden et que leur relation d'affaires consistait en des entreprises mineures. L'oncle de Hunter Biden a confirmé qu'il avait été présenté à l'entreprise énergétique chinoise CEFC par Hunter Biden en 2017 et que Hunter Biden avait une relation très étroite avec l'un des dirigeants de l'entreprise. L'accord potentiel aurait inclus le développement d'un port sur un site de Louisiane appartenant à la société de gaz naturel Monkey Island. L'affaire est tombée à l'eau par la suite.
Le mémo du FBI révèle en outre que selon James Biden, Hunter Biden et son partenaire commercial ont reçu plusieurs centaines de milliers de dollars de la part de la société énergétique chinoise. James Biden a ensuite été payé directement par Hunter Biden. Il a également déclaré au FBI que Hunter Biden avait promis de lui verser 60 000 $, bien que l'affaire n'ait pas abouti. Joe Biden a affirmé à plusieurs reprises que ni lui ni sa famille n'avaient reçu d'argent de la part de la Chine. CEFC a été dissoute en 2018 suite à l'arrestation de l'un de ses dirigeants et à la condamnation d'un autre responsable de la société. Voilà pour les affaires de la famille Biden. Maintenant, j'aimerais encore vous parler d'Evergrande, le géant chinois de l'immobilier qui croule sous les dettes. Eh bien, le président du géant endetté est désormais soupçonné de crime. De plus, la police chinoise a arrêté plusieurs employés de l'unité de gestion de patrimoine d'Evergrande. Les actions de la société ont été mises sur pause jeudi, peu après l'annonce de la nouvelle. Evergrande est la société immobilière la plus endettée au monde, avec un déficit de plus de 300 milliards de dollars. Ce colosse d'argile tente à présent d'éviter une action en justice, car des groupes de créanciers cherchent à liquider l'entreprise si elle ne présente pas très vite un plan de redressement. Un scénario qui fait penser à la scène du naufrage d'un film de Fellini. Le bateau coule et tout le monde s'affaire avec de l'eau jusqu'au cou, comme si tout était normal. C'est d'ailleurs assez symptomatique de notre époque. Le secteur immobilier chinois, aujourd'hui affaibli à ce point, est un indicateur économique majeur. C'était environ un quart du PIB de la Chine, 25% de l'économie de la deuxième puissance mondiale. Quand je parle de colosse, ce n'est pas juste une façon de parler. Merci à tous, Rémi, je vous en prie, c'est à vous. Merci Vladia, on n'ose pas imaginer les répercussions de la chute d'un tel colosse. Et pour terminer, tournons-nous vers la magie de la fête des vendanges qui a encore une fois envoûté les rues de Saint-Brice ce 30 septembre. Des milliers de gens ont afflué pour applaudir la vibrante banda, la Fiesta del Sol, et se sont émerveillés devant le cortège d'animaux. De robustes chevaux de trait, d'imposants bœufs tarentais et des oies qui ont absolument charmé petits et grands. Sous le soleil, la procession s'est mêlée aux douces mélodies entre airs basques et classiques de Dalida, faisant de cette journée une célébration inoubliable du patrimoine et de la joie partagée. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Moi, je vous retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Et en attendant, portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres et bien le bonjour chez vous.